Vous l'avez reconnu certainement, nous sommes à l'Opéra de Marseille, accompagnés de son directeur Maurice Xibéras, pour nous présenter cette nouvelle saison. Une saison, je crois, bonjour Maurice, Bonjour. qui est sous le signe de l'amour. Ah ben oui, le signe de l'amour, parce qu'on a fêté MP 2018 qui était sous le signe de l'amour, bien que cette année MP 2018 soit terminée à Marseille, ça continue à être une saison de l'amour à l'Opéra de Marseille. Une saison d'amour, pourquoi? Parce que dans l'opéra c'est toujours de l'amour qui se termine souvent pas très bien, à la différence de l'opérette, ça se termine souvent en drame, avec des morts, des amours impossibles. Mais en tout cas, l'opéra avant toute chose, c'est l'amour, et parce qu'on s'aime beaucoup dans le milieu de l'opéra. On va dire ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de réunir ces œuvres sous cette forme-là, pour cette année? Alors, c'est toujours un peu compliqué lorsqu'on construit une saison. Bien sûr, il faut tenir compte de ses goûts personnels, de ses envies, de sa passion, mais il faut tenir compte aussi du goût du public. Qui à Marseille, je répète souvent l'envie, c'est un public traditionnaliste, un public passionné, qui aime avant toute chose les grandes voix et le grand répertoire. Alors lorsqu'on construit une saison, il y a toujours, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire qu'on offre les grands piliers du répertoire lyrique et on instille un peu des découvertes. Et là, par exemple, cette année, en découverte, ce sera le Candide de Leonard Bernstein, qui n'a jamais été présenté à l'Opéra de Marseille, et la Donna Bella aussi de Rossini, qui n'a jamais été donnée donc à l'Opéra de Marseille. Alors par goût, bien sûr, j'ai voulu mettre des grands verdis. Il y aura le Simon Boccanegra qui va ouvrir notre saison, il y a le Traviata, Rigoletto qui est en coproduction avec Roger d'Orange qui terminera donc notre saison, et puis de l'opéra français, et puis c'est les découvertes dont je viens de parler. Alors ça c'est la programmation, et puis après il y a la distribution oui. Artistique. Donc quel est l'état d'esprit de l'Opéra de Marseille par rapport à la distribution artistique? Alors l'état d'esprit, ben, j'en reviens un peu à ce que je viens de dire, à savoir que le public marseillais est un public très difficile. Réputé, difficile, il a fait transpirer et pleurer, il a fait pleurer pas mal d'artistes lyriques dans le passé. C'est un public qui est très exigeant, qui aime les grandes et belles voix. Ce qui veut dire qu'ils n'aiment pas les gueulards. Je fais vraiment la différence, ils aiment vraiment les grandes et belles voix. Et donc mes choix d'artistes sont toujours un peu guidés vers cette excellence et de proposer au public marseillais, je veux dire, un peu le dessus du panier. Voilà, un peu le dessus du panier. Alors, en principe, je privilégie toujours les chanteurs français quand je peux, pour certains rôles, et lorsque je ne trouve pas, ben grâce à mon carnet d'adresses, au carnet d'adresses aussi des agents artistiques, on fait venir des stars internationales reconnues. Ce qui n'empêche pas aussi de faire des prises de risque pour certains chanteurs en leur offrant des prises de rôle et faire débuter aussi de chanteurs sur cette scène quand même historique. Et alors il y a toujours une prise de risque, bien entendu, parce qu'on peut se tromper. C'est-à-dire, ça nous arrive à tous, à tous les directeurs, c'est-à-dire qu'on pense qu'un chanteur va pouvoir chanter un rôle, et puis dans sa vie il se passe beaucoup de choses, des fois le chanteur arrive fatigué, ou alors d'un coup on s'aperçoit qu'on s'est trompé, qu'il n'arrive pas à chanter le rôle. Mais là, ce n'est pas le cas pour Simon Boccanegra, et j'espère que ce ne sera pas le cas pour toute cette saison. Est-ce qu'une star dans l'opéra, pour vous, et surtout pour le public marseillais, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas français, qui vient de l'extérieur, ou pas du tout? Vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là? Non, absolument pas cette démarche. Ben, la preuve, on a des stars françaises. D'abord, on a Roberto Alagna, qui est la star ici, mais je veux dire internationale. Il y a Sabine Devielle aussi. Qui sera sur Candide. Qui sera sur Candide et sur Rigolette aussi, qui chantera pour la première fois Gilda dans Rigolette, qui sont vraiment des stars internationalement reconnues. Non, star, ça ne veut pas dire étranger pour moi. Hein. Absolument pas. Et heureusement. Pourquoi vous dites que le public de Marseille est très exigeant? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ah mais c'est l'histoire de cette salle. C'est l'histoire de cette salle, c'est-à-dire il est internationalement reconnu que lorsqu'on passait à Marseille, lorsqu'on était accueilli, lorsqu'on était acclamé, on faisait du succès à l'Opéra de Marseille, on pouvait se promener sur toutes les scènes du monde international. Et il y a des célèbres anecdotes dans cette salle qui se sont passées, je veux dire, c'est-à-dire des chanteurs qui étaient virés par le public, chahutés par le public. Et c'était terrible, parce qu'ensuite, vous savez, l'opéra, le lyrique, c'est une petite famille. C'est-à-dire, tout se sait. C'est-à-dire, vous ratez une note, vous êtes sorti, vous êtes chahuté dans une salle, alors, tout le monde le sait très vite. Et à Marseille avait cette réputation. Alors j'allais dire que le public s'est un peu calmé, ça chahute moins, et heureusement, ça réagit un peu moins, mais c'est un public qui vit de manière
passionné, c'est un public et on a l'impression que cet opéra leur appartient. Mhm. Et je dis souvent aussi que c'est un public qui n'est pas peint sur les fauteuils, c'est-à-dire c'est pas un faux public. Quand ils aiment, ils montrent, et quand ils n'aiment pas, ils le montrent aussi. Et c'est une chance. Et mes camarades directeurs, mes collègues directeurs, lorsqu'ils viennent dans cette salle, ils assistent à une représentation, ils me disent toujours « Mais quelle chance tu as d'avoir un public comme ça, qui réagit au quart de tour, qui fait des triomphes. » Et je me rappelle lorsque Frédéric Mitterrand était venu pour le CID avec Roberto Alagna, ici, dans cette salle, il avait été stupéfait d'abord de voir une salle archi bourrée, archi pleine, et puis de voir cette espèce d'électricité qu'il y avait dans l'air, et cette manière de réagir du public au quart de tour, il m'a dit on a l'impression d'être dans une arène. Voilà. Et c'est vrai que ça se rejoint un peu, une sorte de mise à mort sur le plateau. Oui, c'est le sentiment que j'ai eu, notamment lorsque je suis venue voir le dernier jour d'un condamné avec Roberto Alagna. Justement, il y avait quelques minutes de retard de la représentation et tout de suite le public s'est enflammé. Oui, ça s'enflamme. Et c'était très étonnant. Je vous avais interviewé en 2013, la première fois. Ah. Ouais, ça fait longtemps. On est toujours là. On est toujours là, vous et moi. Comment vous avez vécu, comment vous avez évolué, comment vous avez grandi avec votre responsabilité de directeur? Alors grandi, je ne sais pas si j'ai grandi, mais en tout cas... Pantaille, je vous rassure. On apprend toujours. On apprend toujours à cause du quotidien, parce qu'il y a une succession d'écueils et puis d'obstacles à franchir. Alors on s'aguerrit. On est obligé de s'aguerrir, de se créer une carapace, un cuir épais, pour essayer à la fois de prendre les coups et pour essayer d'éviter les coups. Alors il est certain que le plus gros problème, c'est pas avec les artistes qu'on les a. C'est pas avec l'artistique. Le plus gros problème qu'on a dans une maison de théâtre actuellement, c'est plutôt avec toute la charge administrative et pour gérer, les ressources humaines. Voilà. C'est là parce que c'est normal, il y a une sorte de marche qui est là, on dialogue avec des délégués syndicaux, c'est tout à fait normal que les choses avancent. Mais des fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Et lorsque j'ai fait ce métier, d'abord j'étais chanteur pendant 22 ans, et lorsqu'ensuite j'ai abordé le directorat, entre guillemets, dans cette maison, je ne savais pas que je passerais autant de temps dans l'administratif ou dans la gestion du personnel. Voilà. En gros, l'artistique représente 10% du temps, et tout le reste, c'est du travail administratif dans les tableaux, dans les rapports, dans les rendez-vous. Et l'artiste que vous êtes, que j'étais, au fond de vous l'êtes toujours? Oui, au fond de moi, quelque part. Ouais. Est-ce que justement, il n'y a pas ce remords, cette frustration justement par rapport à votre... Non, par rapport à mon parcours, par exemple, non, j'ai pas de frustration. Quand vous voulez dire frustration par rapport au fait que vous êtes de chanter, ou non, par rapport au fait, voilà. Alors les deux, hein, les deux, évidemment. Oui, bien sûr. Parce que l'artistique, j'allais dire, c'est du plaisir. Oui. C'est la partie la plus agréable dans votre métier. C'est agréable, c'est excitant, je veux dire, à la fois de choisir des titres, de choisir une distribution, de faire confiance aux artistes, de dialoguer avec un metteur en scène, avec un chef d'orchestre, avec un éclairagiste, avec des concepteurs, une équipe de production. Ça, c'est... il y a une frustration, c'est vrai, parce que des fois, j'aimerais être... Bien que je sois ces projets d'artistes, puisqu'ils me le disent souvent, j'aimerais être encore plus proche d'eux, j'aimerais encore plus les accompagner. Et des fois, je m'en excuse auprès d'eux, je leur dis, écoutez, excusez-moi, là j'ai pas le temps, j'ai des tas de rendez-vous, je recevais les délégués, c'est là. Mais ils le comprennent, et puis ils me disent souvent d'ailleurs que dans les maisons de théâtre où ils passent, quelquefois c'est arrivé qu'ils ne voient jamais un directeur, qu'un directeur ne vienne même pas les saluer. Alors ça, je peux même pas imaginer. Mais bon, j'essaie de... Puis être directeur, vous savez, c'est être directeur 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, c'est métier passion. Voilà. Alors frustration, sinon, vous parlez aussi de frustration par rapport au fait que j'ai chanté, que je ne chante plus, que je ne sois plus sur le plateau. Non. Et je peux vous dire que j'ai toujours autant de trac. Pour eux. C'est-à-dire que lorsque une représentation approche, il y a l'adrénaline qui est là, j'ai l'impression que c'est moi qui vais rentrer en scène, je suis au petit soin, je fais le grand tour, ce que j'appelle le grand tour, c'est-à-dire que je vais saluer tous les artistes dans les loges. Vous passez dans les loges, oui. Ah, oui. Je discute avec eux,
J'essaie de prendre soin d'eux. Je suis avec eux. Il m'arrive très très souvent de passer le spectacle en coulisses. C'est plutôt dans la salle. D'accord, c'était la question que j'allais vous poser. Oui, vous avez oui, répondu oui, avant. oui, oui. Pour être au plus proche de... Non. Est-ce que vous avez l'impression que l'opéra est en train de se renouveler quelque part, à la fois avec son public et à la fois avec la dynamique, la politique quelque part? On fait tout pour. Voilà. On fait tout pour. On discutait un peu tout à l'heure, à savoir que dans toutes les maisons d'opéra, effectivement, il y a un programme pédagogique qui est fait, normalement en tout cas, qui est fait pour essayer de trouver le public de demain, pour essayer de donner envie. Et je me dis peut-être, on fait tout pour, c'est-à-dire qu'on engage des médiateurs qui vont travailler avec les associations socioculturelles, qui vont dans les collèges, l'orchestre, les chœurs, dans les collèges, les chanteurs vont dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles. On fait venir tous ces jeunes ici aussi, parce que je tiens aussi essentiellement à ce qu'ils soient immergés dans le vrai public, entre guillemets, donc on ne les fait pas venir qu'à des répétitions, on les fait venir aussi sur des représentations. Mais je ne sais pas si c'est suffisant, parce que les choses ont tellement changé. Dans le quotidien, c'est-à-dire on ne prend plus le temps pour faire, le temps d'écouter, le temps de faire des choses qu'on aime. Et c'est vrai que, vous parliez d'amour tout à l'heure, venir à l'opéra aussi c'est un acte d'amour, c'est un acte, une sorte d'offrande, les artistes sont là en train d'offrir leur cœur, d'offrir leur passion, et le public essaie de recevoir ça. Et c'est vrai que lorsqu'on vient à l'opéra, on ne vient pas à l'opéra comme si on allait acheter une boîte de conserve de sardines, bien que j'adore les sardines, hein, mais dans un supermarché, il faut se préparer à venir à l'opéra. Et je ne sais pas si actuellement les jeunes sont prêts à ça. Parce qu'ils sont dans la consommation vite, de fast-food, enfin voilà. Et c'est là qu'est un peu le danger pour moi. Mais bon, on fait tout pour, on sème des graines et puis j'espère qu'on récoltera. Vous pensez qu'on est dans une transition, justement, Oui. dans une vague Oui, dans de une renouveau. tradition. Dans une tradition, alors peut-être que c'est à nous à faire venir ce jeune public. À travers peut-être de nouvelles formes. Mises en scène, Voilà, de nouvelles un peu plus formes, modernes. Alors déjà, avec les artistes sont souvent ces jeunes sur scène. Hein. Ils se rapprochent le plus possible du physique des personnages. C'est rare maintenant de voir une Juliette ou un Roméo qui a 55 ans d'âge ou 60 ans d'âge. Voilà. En principe, on fait tous très, très attention. Puis les mises en scène ont évolué, les décors ont évolué, les techniques du spectacle ont évolué, et qui sont au goût du jour. Je me dis que quelque part, si des gamins vont voir Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Le Roi Lion et bien d'autres comédies musicales, ça veut dire qu'ils s'intéressent quand même au spectacle vivant. Voilà. Et c'est à nous à leur expliquer que l'opéra, c'est pas rébarbatif d'abord, c'est pas une question d'argent, parce qu'on trouve des places souvent moins chères qu'au cinéma, et en tout cas souvent moins chères que toutes ces comédies musicales. Et donc c'est à nous à prendre ce bâton de pèlerin et puis à leur faire aimer ça. Alors, c'est très surprenant parce qu'en discutant avec les gamins, il m'arrive d'aller dans les collèges hein, pour parler de mon métier, de mon cœur de métier. Et souvent, par exemple, ils connaissent des airs d'opéra, mais ils ne savent même pas que c'est dans un opéra. Oui. Ils pensent que c'est de la publicité, de la musique de publicité, par exemple. Ce qui n'est pas faux non plus. Hein. Il y a l'air de la Reine de la Nuit, ils pensent c'est l'air du riz. Une célèbre marque de... Ou alors Carmen ou Traviata ou Rigoletto, ce sont des marques de lessive. Voilà. Et bon, c'est la culture, la manière d'enseigner l'art aussi dans les écoles ou dans les lycées, en tel que moi je l'ai connu. J'ai l'impression que. Dans son micro. Oui, tel que je l'ai connu a changé aussi. A changé. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est difficile. Voilà. C'est difficile, mais il ne faut pas baisser les bras. On va baisser les bras, et puis on travaille pour les générations à venir, et j'espère en tout cas, cet opéra de Marseille, il existe une présence d'opéra de Marseille depuis la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe. J'espère que dans 100 ans, dans 200 ans, il y en aura encore. Et vos idées de renouveau, vous les puisez comment? Alors, au niveau de l'offre au jeune public, par exemple, là, cette année, on a décidé de lancer lancer Fortissimo. Fortissimo, c'est quoi? C'est un concert qui va se dérouler ici dans cette grande salle de l'opéra, avec notre orchestre, avec les chœurs, avec des solistes d'opéra, où on va un peu jouer du must de la musique, des musts de la musique classique. Et pour que ça soit ouvert au plus grand nombre,
la place est à 9 €. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des solistes, un grand orchestre, du chœur, tout ça. Et bien entendu, il y a des médiateurs qui accompagnent tout ça, c'est-à-dire qu'on leur explique ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont entendre, on leur explique les œuvres. Et on a ouvert aussi pendant toute la saison, pour les 18-28 ans, un tarif préférentiel. C'est-à-dire que lorsqu'ils achètent leur place un mois à l'avance, ils peuvent avoir des places dans l'opéra à 10 € pour venir assister à un opéra. Je trouve plutôt pas mal. Voilà. Alors on essaie de développer tout ça, on essaie une fois de plus d'envoyer des artistes. Je sollicite souvent les artistes et ils répondent avec bienveillance pour les envoyer dans les collèges, pour parler aux gamins. Ça se passe très 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 bien, oui, au plus près. C'est important. C'est important aussi pas de désacraliser la chose, parce qu'il y a toujours la scène, c'est un espace sacré. Bien sûr. La scène, c'est un espace sacré, et c'est vrai que les artistes, quelque part, lorsqu'on les voit avec les éclairages et tout ça, ce sont des êtres surhumains, en fait, en tout cas pour moi. Mais c'est bien aussi de montrer que dans la vraie vie, ils sont communs. Ils sont communs, voilà. Je suis d'accord. D'aller les voir pour les emmener ici, dans cette opéra. Voilà. Merci beaucoup Maurice Xibéras, merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à vous. Vive l'opéra. Et oui, vive l'opéra de Marseille. Et vive l'opéra de Marseille. Et vive l'amour à l'opéra de Marseille. Oui. Et vive nous. Et vive nous. Merci beaucoup. Merci. Merci.